À l'occasion de l'édition 2022 Musique en dialogue aux Carmélites et en amont de leur concert du 19 juin, une double rencontre était organisée à la librairie Ombre Blanche samedi 18 juin avec Olivier Bellamy, journaliste musical et animateur sur Radio Classique de 2004 à 2019 et auteur de La Folie Pastrée aux éditions Grasset, et avec la pianiste Musa Robatskite, créatrice du Festival international de piano à Vilnius en Lituanie, qui vient de faire paraître Né sous un piano aux éditions Ovadia. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à Ombre Blanche. Merci beaucoup d'avoir bravé la chaleur pour nous rejoindre. Je suis Catherine Kaufmann-Saint-Martin, je suis la directrice artistique de Musique en dialogue aux Carmélites, qui aura lieu demain. Et c'est à cette occasion que j'ai eu l'idée d'inviter Olivier, et qui nous fait l'honneur d'être parmi nous et le plaisir. Il y aura aussi demain à la chapelle des Carmélites Musa Robatskite, qui est une grande pianiste franco-lituanienne. Pardon ? Alors justement, moi aussi, mais Musa vient de Vilnius et il y a un problème de correspondance d'avion. Et je vous prie de l'excuser, elle est navrée, elle aurait vraiment aimé être parmi nous. Elle sera là demain, vous pourrez discuter avec elle après le concert, je suppose. Donc cette édition de Musique en dialogue aux Carmélites est dédiée aux mécènes de la musique tout particulièrement. Et ce concert est dédié à la comtesse Lily Pastré, qui est une grande mécène marseillaise, tout comme Olivier Bellamy, qui est marseillais. J'ai eu peur, j'ai cru que vous alliez... Qui est mécène, tout comme Olivier. Mon Dieu. En plus, j'ai oublié mon portefeuille. Ah, voilà. Non, mais les vrais mécènes sont très discrets. Donc Olivier est marseillais également, et bien sûr on ne vous le présente pas, je suppose que tout le monde écoutait son émission Passion Classique sur Radio Classique pendant des années, qui était vraiment le rendez-vous de tout ce qu'on pouvait rencontrer comme artiste incontournable et intéressant. Il a écrit aussi beaucoup de livres sur la musique et sur les chats, c'est-à-dire tout ce que j'aime. Donc la parole est à Olivier. Je crois que c'est le docteur Schweitzer qui avait dit ça, qui avait dit là, pour supporter le poids de l'existence ou les douleurs de l'existence, heureusement qu'il y a la musique et les chats. Et les amis. Comment ? Et les amis. Et les amis, oui, bien sûr. Aussi. Et le vin rouge aussi, d'abord. Ah, moi, je préfère le rosé. Donc, Olivier, parle-nous de cette extravagante et si généreuse Lily Pastré, s'il te plaît. Oui, alors, c'est un personnage étrange. Je pensais à ça quand j'étais dans le train, en me demandant pourquoi, finalement, elle est restée aussi peu connue. Parce que par rapport à la princesse Polignac, par rapport à d'autres mécènes, je connais même des Marseillais, à part la campagne Pastré, mais après tout, beaucoup de Marseillais disent je vais à la campagne Pastré, comme ils diraient je vais à Mammouth ou je ne sais pas quoi, donc sans connaître vraiment qui était Pastré. Si bon. Et je me suis demandé pourquoi. Je crois que cette dame était une personnalité très, très singulière, très spéciale, et qu'elle était, elle avait besoin de musique. Elle avait beaucoup d'argent, elle était immensément riche, et elle avait besoin de musique comme un poisson d'eau, enfin comme un oiseau de chanter, quoi. C'est un besoin. Et elle ne se mettait jamais en avant, contrairement à certains mécènes qui sont tout heureux, enfin qui font des communiqués de presse pour dire qu'ils aident. Généralement, plus on fait de bruit autour de ce qu'on donne, moins on donne. Et
D'ailleurs, c'est pour ça que les plus grands mécènes sont souvent les plus discrets. Mais elle ne voulait jamais se mettre en avant. D'ailleurs, ça a été une des difficultés pour écrire ce livre, parce qu'il y avait quand même assez peu d'abord, plus beaucoup de témoins. Et puis, vraiment, elle ne participait pas à une émission de radio. Il y a eu un vague sujet sur France 3 Sud, où elle passe son temps plutôt à fuir la caméra qu'à se mettre en avant. Et bon, mais voilà. Et puis, elle n'a pas véritablement donné son nom, comme la princesse de Polignac. C'est un autre type de mécénat, parce que Polignac était américaine, elle était beaucoup plus organisée. Elle avait soutenu des compositeurs, donc elle avait créé des œuvres. C'était une autre époque, alors que la comtesse, c'était un peu foutraque, quoi. C'était à la Marseillaise, quoi. Elle avait simplement besoin de musique. Et d'ailleurs, même chez elle, elle invitait des gens, mais c'était pas du tout quelque chose d'organisé. C'était plutôt assez libre. Et les gens venaient, quelquefois restaient. Ils avaient le gîte, le couvert. Il y avait un concert pratiquement chaque jour. Il y avait les domestiques qui servaient des rafraîchissements. Tout ça était un peu... Puis il y avait des habitués, pas seulement des musiciens, mais beaucoup de musiciens juifs. Et d'ailleurs, qu'elle a sauvé pendant la guerre. Ça, on pourra y revenir parce que c'est assez extraordinaire. Mais sur le fait de pourquoi est-ce qu'on la connaît peu aujourd'hui, je crois qu'il y a une autre chose, c'est qu'elle était profondément chrétienne, catholique, et que, je ne sais pas, dans la déchristianisation générale de notre civilisation, quelqu'un qui a la foi, c'est presque si on lui retire du mérite en se disant oui, de toute façon, elle achète déjà sa part de paradis, donc ça diminue. Mais elle le faisait absolument pas du tout pour faire le bien. C'était une véritable... c'était tout à fait naturel pour elle. Elle aimait la musique, elle avait besoin de musique, elle était riche, elle aimait être entourée d'amis musiciens. Je pense qu'elle se sentait, elle, un peu artiste, et d'ailleurs, elle était artiste. Elle avait assez de dignité et de sens commun pour ne pas se commettre, tout en étant musicien amateur avec des professionnels, mais elle a continué à faire du violon, du piano, même de la scie musicale, avec un bonheur assez divers. Mais voilà. Donc, plusieurs choses comme ça. Et alors, elle a été quand même la créatrice du festival d'Aix-en-Provence. Mais là aussi, c'est curieux, elle a presque été évincée, presque effacée. C'est presque comme sous le régime soviétique, là où tout d'un coup, vous n'aviez plus d'existence. C'est quelqu'un, vous étiez effacé, quoi. Plus sur les photos, quand les livres, les pages étaient arrachées quand on parlait de vous. Enfin, c'est assez curieux. Et je crois que c'est parce qu'elle était d'abord... les fondateurs sont toujours gênants pour ceux qui veulent s'approprier quelque chose, parce qu'ils sont toujours le rappel
obstiné que cette chose n'est pas à vous, que vous n'en avez pas eu l'idée, puisque celle qui est la créatrice est là. Donc, à un moment donné, c'est comme il y a des vérités gênantes comme ça qu'on aime bien mettre sous le tapis. Il y a des individus comme ça dont on se débarrasse. Puis alors, comme elle avait pas un tempérament, même si elle se laissait pas marcher sur les pieds, c'était pas du tout du genre à vouloir exiger quelque chose, puisqu'elle avait l'impression que tout lui était dû. Tout lui était dû, c'est-à-dire jouir pour prendre jouir sans entrave, hein, pour reprendre une expression un peu qui fait bizarre un peu aujourd'hui, qui a l'air un peu passée, dans ce retour de l'ordre moral que nous subissons un peu aujourd'hui. Mais c'était ça. C'était vraiment pour elle, la musique, c'était une jouissance. C'était comme prendre un bain de mer, être au soleil. Et surtout, faire partager un argent dont elle n'avait pas du tout le sens de la responsabilité financière. C'est-à-dire que quand quelque chose vous est donné, il faut Je pense comme elle était très chrétienne, je pense qu'elle connaissait cette phrase de saint Matthieu qui disait que un riche, je cite de mémoire, donc évidemment je vais citer mal, mais un riche a une personne riche ou un puissant ou un riche, je ne sais plus ce que c'est, a moins de chances d'arriver au royaume des cieux qu'un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Donc je pense qu'elle était pénétrée. Enfin, je pense qu'il y avait quelque chose comme ça qui faisait que pour monter au ciel, elle devait être toute nue, quoi. Je veux dire, sans argent, n'étant pas retenue par la chose matérielle, n'étant qu'esprit. D'ailleurs, le nom de l'association qu'elle a créée, c'est pour que l'esprit vive. Donc, évidemment, la matière, l'esprit dominait la matière chez elle, même si elle était assez forte et que je pense qu'elle aimait bien se sustenter aussi, elle aimait bien la nourriture terrestre, hein. L'alcool, hein, les cigarettes, le tabac, pour ça, elle n'était pas bégueule, on pourrait dire. Mais c'était l'époque, hein. On n'était pas à manger des graines, à jeûner, etc. C'était pas du tout l'esprit. Il fallait vivre et laisser vivre ce qu'elle a fait. On parle d'une époque qui est la première moitié du XXe siècle, c'est-à-dire qui a connu les deux guerres. Donc, Lily Pastrey était non seulement mécène, mais philanthrope, c'est-à-dire qu'elle n'attendait aucun retour des personnes qu'elle aidait, je crois. C'est ça. Qu'elle nourrissait, qu'elle hébergeait, qu'elle sauvait, sans attendre de remerciements, et contrairement à bien des mécènes. Oui, oui. Ça. Ni, évidemment, pas de choses fiscales qui étaient pour elle du chinois absolu. D'ailleurs, son comptable, je crois, s'arrachait les cheveux régulièrement et elle le traitait avec le plus grand dédain, et tout ce qu'il lui disait d'être raisonnable l'accablait d'un ennui profond. Non, je pense qu'elle voulait vivre, quoi. Tout simplement. C'était sa manière de vivre, et je pense qu'elle a bien vécu. Alors évidemment, pour les héritiers, c'est un peu moins drôle, parce que il restait plus grand-chose. Mais bon, d'ailleurs, c'est drôle, parce que son petit-fils est devenu économiste. Olivier Pastrey est un grand économiste. Et moi, quand je l'ai rencontré au début, d'ailleurs, c'est ce que je raconte tout au début du livre,
quand je l'ai vu la première fois, il s'est trompé dans les cartes bleues, il avait oublié le code pour un économiste. C'est vrai que c'est cocasse. Et il avait bu deux doubles Ricard, il fumait comme un pompier. Alors j'avais l'impression de la voir elle, quoi. Même s'il était devenu économiste comme pour racheter ses fautes. En tout cas, il avait hérité quelque chose d'elle, de la comtesse Pastré. Mais alors, le fait aussi qu'elle ait sauvé des musiciens juifs, d'ailleurs, elle n'a jamais été déclarée juste parmi les nations. Hein. Pourtant, elle le méritait bien, mais je crois qu'elle n'entrait pas dans les cases. D'abord, ce n'était pas son genre de demander quoi que ce soit. Pour elle, c'était tellement normal. Vous savez, c'est comme ces vrais héros hein, qui sauvent des gens et qu'on voit au journal télévisé. Alors évidemment, on les traite en héros, et ces braves gens disent, mais non, bien sûr, écoutez, elle était en train de se noyer, j'ai sauté, terminé, j'ai pas réfléchi, pas une seule seconde. Ça, c'est les vrais héros, c'est-à-dire qui ne calculent pas. Ce qui est paradoxal, c'est que à sa table et dans ses soirées musicales, elle recevait aussi des officiers allemands en même temps. Alors, elle recevait pas... Oui et non. Je ne pense pas qu'à la Villa Provençale, pendant la guerre, elle le faisait. Elle l'a fait, par exemple, quand il y a eu ce spectacle, puisque quand même l'origine du festival d'Aix-en-Provence, c'est cette représentation du Songe d'une nuit d'été de Shakespeare, où il y avait alors là pratiquement que des juifs, hein. Jean Wallenstein, Jean Val en metteur en scène, Manuel Rosenthal à la baguette. Tous les musiciens étaient les musiciens de l'Orchestre national de France, qui s'appelait l'Orchestre de l'ORTF, mais qui avait été débarrassé des Juifs et qui était passé par la ligne de démarcation, enfin qui était dans le sud. Marseille, c'était vraiment comme une porte de sortie. Hein. On voulait absolument. Il y avait énormément de personnalités anti-nazies, anti-allemandes, anti-vichistes, ou simplement des personnalités, enfin des personnes qui étaient des indésirables pour ces régimes totalitaires. Donc évidemment, elle était plus ou moins obligée, puis en plus, c'était pas une rebelle. Pour elle, d'ailleurs, je pense que c'est pour ça que ça a fonctionné, ça a marché, parce qu'elle en recevait. Donc, le consul allemand est venu, les nazis, les dignitaires, les grands de la commandanture, elle les croisait sans leur cracher dessus, et probablement elle déjeunait ou elle dînait avec, mais c'était aussi pour tromper l'ennemi. Je crois que personne ne pouvait imaginer qu'elle pouvait... Ou alors, je pense que si les gens savaient ça, ou se doutaient, parce que quand même, on devait bien parler, on devait se dire, mais elle a forcément des appuis très haut placés, donc c'était pas possible de l'inquiéter. En tout cas, ça prouve que quand on a peur, quand on n'a pas peur, quoi, rien ne peut vous arriver, quoi.
Évidemment, ce n'est pas une règle absolue. Mais c'est vrai que c'est quand on commence à s'excuser, c'est à ce moment-là que, quand on commence à avoir peur, c'est à ce moment-là que les ennuis commencent. Si vous êtes sûr de votre coup, évidemment, ça peut s'arrêter, mais ça peut aussi très bien passer. Hein. Il y a tellement de témoignages comme ça. En plus, je crois que on le dit aussi que quand on a peur, les animaux le sentent. Hein. Donc la partie animale des personnes qui sont en recherche et ben, tout de suite, il y a une petite lampe qui s'allume. Enfin, il y a énormément de témoignages comme ça. Olivier, tu dis à la fin du livre, enfin je ne veux pas dévoiler le livre, vous le lirez, que la plus belle gerbe sur la tombe de Lily était de la part des compagnons d'Emmaüs. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ? Oui, parce que, en fait, mais ça c'est une tradition aussi. Évidemment, maintenant, ces grandes familles, il est de bon ton de les mépriser, de mépriser toutes ces familles, on disait paternalistes, hein, mais qui s'occupaient de leur qui s'occupaient de leurs gens, de leurs domestiques, de leurs proches, et qui n'auraient jamais renvoyer quelqu'un que si vraiment il s'était passé quelque chose d'extraordinaire. Enfin, il y avait quand même un esprit encore une fois, très chrétien, mais on est obligé de dire au beau sens du terme, comme s'il y avait un beau et un mauvais sens, alors qu'il y a simplement une lecture juste et honnête des évangiles, évidemment une utilisation perverse ou fallacieuse de l'enseignement du Christ. Elle était vraiment dans la lumière. Donc c'était tout à fait... Mais c'était une tradition dans sa famille. On donnait toujours de l'argent aux pauvres. Alors c'est considéré aujourd'hui comme... ou même, peut-être que certains marxistes trouveront que on ne donne pas de l'argent au peuple. Le peuple... le mérite, et c'est par la révolution. Oui, bon, c'est autre chose. Enfin, quoique l'histoire nous a appris que ce genre d'idées n'ont jamais vraiment donné de très grands régimes. Ni de grand bonheur. Ouais, c'est ça, ni de grand bonheur. Et que l'enfer est pavé de bonnes intentions, hein, comme on le sait. Mais, et donc, elle a aidé plusieurs fois l'abbé Pierre, et elle a livré aussi, elle a donné une parcelle de son immense domaine à la campagne Pastré aux compagnons d'Emmaüs, et régulièrement, évidemment, elle donnait de l'argent, mais vraiment dans le plus strict anonymat. C'est vraiment que ta main droite ignore ce que fait ta main gauche, parce que personne ne savait, à part son comptable, personne ne savait. Donc c'est quelque chose aussi qui la rend très, très, très sympathique, cette comtesse Pastré. Mais même physiquement, je crois qu'elle est... Tous ceux qui l'ont connue disaient qu'elle avait l'air d'un bulldog, vous savez, comme ces aristocrates, mais tellement sûrs d'être nés dans la cuisse de Jupiter, que vraiment, il n'y a pas besoin de s'habiller ou de faire attention. Puis c'est tellement bourgeois de s'habiller ou de faire attention à soi, alors que quand on est aristocrate, ben voilà, on ne travaille pas, on ne fait pas attention à soi. Enfin, il y a comme ça, cette idée-là, un peu. Mais vraiment, encore une fois, c'est que
c'est l'esprit qui domine. Puis il a eu des grands malheurs, je crois, dans sa vie, notamment la perte d'un frère quand elle était très, 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 très jeune. Puis elle a été abandonnée, enfin, son mari a demandé le divorce, donc elle s'est retrouvée seule. Et je crois que c'était une grande désillusion. Je crois que il y a quelque chose qui s'est passé à ce moment-là où elle n'a pas compris. Comme disait Edmond de Charleroux, elle n'était pas, elle qui faisait face à énormément de choses, elle n'était pas armée pour ce genre de malheur. Je crois qu'au fond, c'était quelqu'un de très pur et de très idéaliste, comme tous ceux qui aiment la musique. Enfin non, pas tous, puisque c'est vrai qu'on a certains témoignages de nazis qui sortaient des camps et qui pleuraient en écoutant un quatuor de Schubert ou en caressant leur chien. Donc, ou Wagner, oui, qui n'est pas une personnalité très sympathique. J'aime bien ta description de Lily Pastré quand elle se promène en voiture dans Marseille. Oui. C'est amusant. Oui, parce qu'elle était... c'était un personnage. Elle pouvait aller à l'opéra et être en robe de soirée avec des chaussons. Quand elle se maquillait, elle se maquillait, mais pas dans un miroir. Elle passait deux coups de... Quand elle devait sortir en ville. Donc elle habite... elle habitait Montredon, qui fait partie de Marseille. Marseille, c'est très, 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 très étendu. C'est vers le sud, au bord de la mer. Et donc, mais là, c'était la campagne à cette époque-là. D'ailleurs, aujourd'hui encore, c'est un peu très, très éloigné du centre-ville, mais à cette époque-là. Et donc, avec des voitures de luxe qu'elle conduisait elle-même. Et quelquefois, elle ne prenait même pas la peine d'ouvrir la portière. Elle se mettait alors c'était des décapotables. Elle s'asseyait, elle tombait à la renverse. Évidemment, vous imaginez comment elle devait conduire à tombeau ouvert. Et puis, elle laissait sa voiture comme ça un peu n'importe où, sur le trottoir, avec les clés sur probablement aussi le moteur qui tournait encore, et elle rentrait à la banque ou n'importe où, hein, en laissant ça. Et puis en plus, elle était incroyable parce qu'elle avait toujours des mini-jupes, des choses qui ne laissaient rien, où on voyait tout, quoi. Il y a beaucoup de témoignages comme ça, des gens extrêmement troublés. Comment s'appelle ce film avec Sharon Stone Basic Instinct, c'était Basic Instinct tous les jours, sauf que bon, elle était un tout petit peu, c'était pas tout à fait Sharon Stone, même si elle avait été très belle dans sa jeunesse. Bon, il y avait un laisser-aller quand même. Mais moi, c'est un personnage que j'aurais rêvé de connaître. Elle devait être très intelligente, très, très sensible, très bonne. Je crois que c'est... Un torrent de bonté. Oui. Un torrent de bonté, comme l'a dit Clarendon dans son papier du Figaro quand elle est morte. Non, c'est vraiment un personnage incroyable qui devrait avoir... Alors je sais que maintenant, le festival d'Aix-en-Provence, le club des mécènes s'appelle le
club Lily Pastré. Bon, c'est la moindre des choses. On aurait pu, pourquoi pas, baptiser autre chose, mais franchement, elle, je ne pense pas que c'était quelque chose qui lui importait. Nous, je pense que si nous ne le faisons pas, c'est un peu une faute morale de l'oublier. Parce que c'est... Mais je pense que ce genre de personnes sont par-delà le bien et le mal. Ils sont intouchables. Je ne sais pas comment dire. La morale, la morale bourgeoise, pour tout dire, je pense que glisser totalement sur elle, comme l'eau sur les plumes d'un canard, c'est quelque chose qui... Mais on rencontre ça chez certains aristocrates, qui sont souvent beaucoup plus proches de leurs paysans que beaucoup de dames bourgeoises qui n'ont jamais pensé à demander à leur bonne si elles avaient des enfants, si elles avaient une vie, si elles avaient... Voilà. Alors que les aristocrates connaissent tout Bon, j'ai l'impression de faire une généralité, mais il y a cet esprit-là, quand même. Il y a cet esprit-là. Olivier, on sent ton amour et ton admiration pour Lily Pastré. Quel était son rapport donc avec la musique et les musiciens, sans trop dévoiler ce que tu vas nous raconter demain? Alors, elle était... elle a sauvé Clara Askill, quand même. C'est probablement la plus grande, la plus prestigieuse de ces pensionnaires. À part, il y a eu Edith Piaf aussi, avec qui il était très ami, qui est venue souvent à la Villa Provençale, mais bon, c'est un autre domaine. Mais Clara Askill, elle l'a pratiquement sauvée, parce que quand Askill a fui les nazis en 1942 et qu'elle est venue, donc qu'elle a passé la ligne de démarcation et qu'elle est venue à Marseille, elle s'est retrouvée très vite chez Lily Pastré et à un moment donné, elle a eu une tumeur au cerveau et Lily Pastré a fait venir le chirurgien de Paris, parce que c'était une opération très très délicate, lequel chirurgien est venu à juste demander le prix de son billet de train, mais évidemment pas d'argent. Ce que je veux dire, c'est que la générosité est contagieuse. Et puis, bon, Lily a tout payé, la chambre, la convalescence, etc. Et Clara a été très... Bon, qui n'était pas d'un optimisme fou, hein, c'est pas quand même personne géniale, mais qu'avec un caractère quand même très, très difficile. Je crois qu'elle s'est beaucoup plu à la Villa Provençale. D'ailleurs, c'est là qu'elle a rencontré Pablo Casals. C'est là qu'elle a retrouvé aussi Yura Guler, que certains d'entre vous connaissent peut-être, qui était une pianiste marseillaise, de parents juifs, roumains et russes, qui a été une très grande pianiste. Horowitz vénéré, qui était élève d'Alfred Cortot, hein, tout comme Clara Askill. Elles ont passé leur prix la même année. Je crois que Yura Guler est passé devant et que pour une question de solfège, vous vous rendez compte, ne pas donner un premier prix à Clara Askill pour une question de solfège, enfin, c'est comme refuser à Einstein un premier prix de mathématiques. Enfin bon. Et donc,
donc voilà, Yura Guler était aussi un personnage tout à fait extraordinaire. Mais c'est ça que j'aime, moi, dans ces histoires-là. Et d'ailleurs, là, je suis en train d'écrire enfin, c'est pratiquement fini, la biographie de Nelson Frère. Et il y a des personnages encore. Guillaume Arnovaes, enfin, Yura Guler aussi, que Nelson Frère et Martha ont bien connu, parce qu'elle se retrouvait, elle aussi, comme énormément de... Misia, certes, enfin, comme énormément de femmes de cette époque-là qui ont été extrêmement riches, qui ont eu beaucoup d'argent, sont retrouvées avec une vieillesse quasi dans la misère, quoi. Et c'est ce qui s'était passé pour Yura Guler, qui avait été une des plus belles femmes, puisque, par exemple, elle était si belle, elle avait un tel magnétisme, qu'à Hollywood, on avait voulu la prendre dans un film pour remplacer Garbeau. Elle était amie de Louis Meyer, de la Metro-Goldwyn-Mayer, et qui lui avait proposé le rôle. Puis ça s'était pas fait. Elle était danseuse, elle était pianiste, elle a arrêté le piano, puis elle est partie. Puis à un moment donné, on l'a retrouvée, on n'avait plus de nouvelles d'elle, disparue, puis on l'a retrouvée dans un bordel près de Shanghai, en train de danser. Enfin bon, c'est des vies, c'est des existences. Évidemment, on est très loin des pianistes classiques avec leur prix, leurs petites annonces de concerts sur Facebook et tout ça. C'est-à-dire, c'est très bien, hein, je ne critique pas, mais c'est un autre monde. C'est vraiment un autre monde. Alors, il y a aussi, demain, parmi les compositeurs que nous allons entendre, il y aura aussi Louis Vierne, parce que Moussa Roubaskité a choisi de l'interpréter parce qu'il a perdu son fils pendant la guerre de 14-18, tout comme Lily Pastré a perdu son frère. Donc ça rapproche un petit peu ces personnages. Et je crois qu'elle aimait aussi beaucoup Mozart. Oui. Mozart, c'était son musicien préféré. D'où d'ailleurs sa grande amitié avec Clara Askill, hein, qui était quand même l'une des grandes interprètes des concertos de Mozart. Donc ça dit bien aussi je pense, de la pureté de son âme. Et puis, mais je crois que toutes les musiques, même elle était très amie avec les compositeurs avec Darius Milhaud, avec les compositeurs du groupe des Six. Elle a aidé énormément de gens. Et c'est incroyable que toute sa fortune, pratiquement, parce qu'à la fin, il restait pratiquement rien. Alors que c'était une énorme fortune. Marseille, il faut bien vous dire qu'au milieu du 19e siècle, au milieu du 19e siècle, c'était une ville immensément riche. Et grâce aux colonies, enfin c'est un grand port. Elle tenait évidemment, sa fortune, pardon. Tout ça a été saboté par... Comment ? Non, enfin, le port de Marseille, quand même, je pense que la CGT a fait beaucoup plus de mal. Donc, oui. Non, c'est sûr. Enfin, ça peut continuer à fonctionner et à faire. Mais bon, c'est aussi dans... Marseille s'est fait dépasser. Il y a d'autres villes qui ont été détruites et qui se sont relevées rapidement. Hein. C'est vrai que c'est la porte de la Méditerranée pour toute l'Europe, pratiquement. Oui.
Mais est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'où venait la fortune de Lily Pastré? Alors, d'un vermouth, d'un alcool, les Marseillais disent Noilly-Prat, et généralement on dit Noilly-Prat, enfin on dit comme on veut. Ah oui? Bon. Et donc c'est bon, ça entre dans la composition de nombreux cocktails, et notamment le fameux cocktail, comment? Voilà, Martini Dry, qui, contrairement à ce qu'on pense, ne se fait pas avec du martini, mais avec du Noilly-Prat, puisqu'il s'appelait Martini, parce que c'était le nom à Manhattan du barman, du serveur qui avait inventé ce cocktail. Hein, et donc il avait baptisé avec son nom. Et donc voilà, donc une très grande fortune, puisque aujourd'hui le Noilly-Prat, c'est une bouteille comme le Fernet Brancard, vous retrouvez ça sur la dernière. Il en reste plus beaucoup, c'est plus très à la mode. Mais à cette époque-là, c'était très à la mode dans tous les cocktails. Et c'était la Rolls, hein, c'était considéré comme le meilleur, parce qu'il y a toute une élaboration, d'ailleurs, que je raconte dans le livre. C'est quelque chose de très élaboré. Hein. Tu as beaucoup d'anecdotes dans ce livre, évidemment. Il se lit très facilement, c'est amusant. Tu as inventé une fin assez originale. Moi, je pense qu'il faut que le style soit adapté au sujet. Je pense qu'elle était un personnage plein de vie, d'enthousiasme, d'humour. Je crois que pendant toutes ces soirées, toutes ces journées, en fait, si elle aimait s'entourer autant d'artistes, c'est qu'elle aimait rire, c'est qu'elle aimait aussi se sentir libre. Et partager. Oui, et puis partager, c'est ça. Je pense qu'il faisait... Évidemment, il n'y a pas de télévision, hein, mais donc les soirées se prêtaient à des jeux surréalistes, il y avait de la musique, et puis des longues discussions sur l'art, sur la philosophie, même sur des choses beaucoup plus prosaïques, hein, parce que rien n'était interdit. Hein. Il était interdit d'interdire. Oui. Tu dis même qu'il y a des fois où elle ne savait même plus qui était logé chez elle. Oui, c'est ça. Tellement c'était porte ouverte. Oui. Mais j'ai retrouvé ça un peu chez Martha Argerich, je crois. On racontait ça aussi quand elle était quand elle avait cette grande maison en Suisse où beaucoup de musiciens venaient, et des amis de musiciens, et des gens, et des picassiettes, voilà. Mais des gens, si vous étiez picassiette, mais que vous aviez de l'esprit et que vous étiez sympathique et tout ça, vous étiez adopté très facilement. Il n'y a pas de jugement moral. Et là, je crois que c'est la même chose. Des fois, elle demandait à la personne, mais qui est la personne qui est au bout? Elle ne savait pas. Quelquefois même, elle demandait à une personne, mais vous venez, je vis chez vous. Ah bon, d'accord, très bien. Mais donc évidemment, tout ça est extrêmement sympathique. Est-ce que la campagne Pastré se visite aujourd'hui? Est-ce qu'il y a... Alors, la campagne Pastré, c'est l'un des parcs de promenade des Marseillais. Il n'y a pas grand monde parce que c'est vraiment loin, et puis que les gens préfèrent aller dans les calanques parce que c'est plus de la mode, et plus bon.
Mais c'est un parc absolument magnifique, très très grand. J'y suis allé encore il y a 10 jours me promener à vélo. Il y a le canal qui traverse tout. Enfin, le paysage, c'est très. Il y a beaucoup à la fois du maquis, mais à la fois des bois aussi. Enfin, c'est très, très, très beau, comme énormément d'arbres. Et la demeure a été rachetée Alors, par la ville la de Marseille. demeure, la Villa Provençale, elle ne se visite pas. Elle est fermée. Et moi, j'ai été obligé de demander à Jean-Claude Gaudin si c'était possible de la visiter. Alors, très, très gentiment, on m'a laissé entrer. Et il y a un guide tout à fait charmant qui m'a fait visiter. Puis j'ai tout de suite été émerveillé par le lieu. Parce que même si ça a été un peu... Edmond de Charleroux a voulu, avec son goût à elle, qui n'était pas du tout le goût, qui était beaucoup plus goût de grands bourgeois, alors que Lily, c'était plutôt le goût un peu foutraque, un peu chichi-pompon, un peu n'importe quoi. Mais Madame Charleroux, c'était... Bon, elle avait un goût beaucoup plus de revue de décoration, grande demeure, machin, côté sud ou je sais pas quoi. Et puis donc puis elle a raflé énormément de tableaux dans les réserves des musées de Marseille pour les mettre au mur, etc. Donc on ne trouve pas, mais malgré cela, c'est comme à Nohant, même si Madame George Sand a tout effacé la présence de Chopin, il reste quand même quelque chose. Alors c'est de l'ordre de l'intangible, c'est de l'ordre de l'imagination, mais on sent des présences. Val des Mossa aussi. Oui. C'est très beau. Même si on ne sait pas dans quelle cellule. Oui. Et alors demain, tu vas nous raconter cette histoire en alternant avec des pièces de musique interprétées par Moussa Roubaskité. Ce sont des choix que vous avez faits en commun Moi, ce que j'ai dit à Musa, c'est qu'elle choisisse, comme j'ai fait un peu comme aurait fait la comtesse Pastré, je crois. Il n'y a pas besoin que tout colle ou tout ait un sens ou une signification cachée. Choisis de très belles musiques. De toute façon, on sait bien que, comme disait, de toute façon, une musique n'a pas de signification en soi, comme disait Stravinsky, parce que vous pouvez mettre la même musique sous un paysage désolé et un paysage, ça ira aussi bien. Enfin, donc l'idée, c'est que ce soit, c'est pas aléatoire quand même, mais je dis à Musa de choisir les œuvres qu'elle préférait, et c'est à l'auditeur d'écouter le sens et de voir, je pense comme ça, des petits miracles vont se passer. Oui, parce que Moussa fabrique beaucoup de miracles. Elle jouera entre autres du Mozart, du Chopin, du Scarlatti, du Louis Vierne. Je vous ai dit pourquoi. Là, pour le coup, ça a été un petit peu copié-collé sur l'histoire. Mais sinon, effectivement, ce seront plus des ambiances musicales communes avec Lily Pastré. Oui, c'est de la très belle musique. C'est la très belle musique. Ouais. Et donc, la très belle musique avec une très belle personne, je pense que ça ne peut que fonctionner. Après, il faut laisser la place au spectateur, enfin, je veux dire à l'auditeur.
Elle jouera aussi du Schubert et du Liszt. C'est une immense listienne. Ces années de pèlerinage sont très, très, très prisées. Son interprétation aussi des leaders de Schubert transcrits par Liszt sont une vraie merveille. D'ailleurs, elle a reçu le grand prix de l'Académie Liszt de Budapest pour ce disque en question. Et bien, nous sommes vraiment heureux nous espérons qu'elle va arriver avec toutes ces histoires d'avion. Et elle sera là demain. Et bien, écoutez, si vous avez des questions à poser à Olivier, mais en ce qui me concerne, je vous donne rendez-vous demain à 16h à Musique en dialogue au Carmélite, et puis aussi pour la suite du festival qui aura lieu les 2 et 3 juillet avec les Passions pour l'anniversaire des 400 ans de la chapelle des Carmélites. Marie-Christine Barrault sera avec nous, avec Denis Pascal, le 24 juillet, et nous terminerons par un hommage à la princesse de Polignac, qui elle aussi a beaucoup aidé les musiciens. Je me permets de vous rappeler qu'il y a donc là les disques sur les livres sur Lily Pastré, donc que Olivier peut vous dédicacer, ces autres livres aussi sur Chopin et bien d'autres, et aussi le livre de Mouza Roubaskité qui s'appelle Né sous un piano, qui est une magnifique histoire de sa vie depuis sa naissance sous le régime soviétique en Lituanie, à Vilnius, qui rappelle étrangement ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine. Et puis ses études au conservatoire Tchaïkovski à Moscou, qui était alors toujours sous le régime soviétique, et alors qu'elle était dans la partie occupée par les Russes. Et jusqu'à aujourd'hui, tout son parcours de femme militante, puisqu'elle a participé à la libération, à la résistance des pays baltes, et surtout de pianistes, de passeurs, d'enseignantes, et de femmes d'une grande générosité, d'un grand talent, que vous découvrirez demain, donc en compagnie de notre cher Olivier. Merci. Vous venez d'écouter Mouza Roubaskité pour son livre Né sous un piano aux éditions Ovadia, et Olivier Bellamy pour La Folie Pastrée, paru chez Grasset à la librairie Ombre Blanche le 18 juin 2022 à l'occasion de la 6e édition de Musique en dialogue au Carmélite, consacrée aux mécènes de la musique et notamment à Lily Pastré, mécène marseillaise. Réalisation et mise en onde de la rencontre, Radio.